Merci à tous, merci à toutes et à tous. Merci au Master Rose pour l'organisation et l'invitation. Donc effectivement, moi je vais vous parler du gaz aujourd'hui et du gaz en transition énergétique. Alors déjà je vais commencer par un rappel. Enfin, le réseau gazier en fait en France et en Europe est extrêmement développé. On parle littéralement de dizaines de milliers de kilomètres qui sont déjà sous nos pieds, déjà installés, déjà utiles, et qui ont montré leur résilience pendant la crise de 2022, parce qu'effectivement il y a eu cette crise avec la Russie. Mais ce qu'il faut peut-être en tirer comme conclusion, en tout cas ce que nous on a tiré comme conclusion, c'est que le système était quand même très résilient et qu'on a réussi à pas avoir aucune coupure d'alimentation en gaz, en fait, malgré la perte d'une source majeure. Quelques chiffres sur le gaz en France. Alors je vais comparer avec l'électricité, pas parce qu'on est dans une concurrence avec l'électricité, on est plutôt en complémentarité, mais c'est juste qu'on a souvent les chiffres électriques en tête. Quand on parle d'énergie en France, on pense souvent à l'électricité. L'électricité, c'est un quart de la consommation d'énergie finale en France, donc voilà, il y a aussi d'autres énergies, notamment le gaz. Et alors du coup, sur la consommation de gaz, notamment, la consommation de gaz et d'électricité par an, c'est le même ordre de grandeur, à peu près 400 TWh, bon, un peu moins pour le gaz, un peu plus pour l'électricité. Mais en termes de pointe, il faut bien avoir en tête que la puissance du réseau gaz est supérieure de 50% à celle du réseau d'électricité. C'est-à-dire que la pointe, typiquement la pointe qu'il y a en hiver, là, en janvier dernier, on a eu un moment 81 gigawatts sur le réseau d'électricité. Le même jour, c'est 118 gigawatts sur le réseau de gaz. Voilà. Et on n'en parle jamais parce que le réseau de gaz est dimensionné et passe très bien ses pointes. Mais juste un petit rappel. Un autre rappel, donc le gaz, c'est... marche pas, bon, c'est pas grave. 40% des besoins de chaleur en France, 33% de la consommation d'énergie, c'est industriel. Oui, c'est pas le bon bouton, c'est pour ça. Un point aussi, on parle parfois en centrale nucléaire parce que ça parle aussi à beaucoup de monde. Un terminal méthanier comme celui de Fos-Cavaou, c'est quand il émet à pleine puissance, c'est-à-dire que le gaz qui est arrivé en forme liquide et qui a été regazéifié et qui est émis sur le réseau, la canalisation elle transporte en puissance l'équivalent de ce que produirait 25 tranches nucléaires. Donc c'est une puissance assez importante. En capacité de stockage, alors ça c'est aussi un gros point fort du gaz. Le gaz étant une molécule, ça se stocke mieux qu'un flux d'électrons qui en fait peut pas être stocké et peut être transformé sous une forme mécanique ou chimique dans une batterie ou remonté dans un barrage. Et en fait, aujourd'hui en France, on a 130 TWh de capacité de stockage de gaz sous nos pieds. Et donc c'est un tiers de la consommation annuelle, à peu près. En électricité, alors aujourd'hui les barrages permettent de stocker 3,6 TWh, donc vous voyez c'est pas du tout le même ordre de grandeur, c'est quelques jours de consommation et en plus on pourrait pas vraiment vider les barrages et consommer que ça. Et si on voulait remplacer ce stockage souterrain par des batteries de véhicules, on entend souvent parler du véhicule to grid, alors très bien, mais 130 TWh à stocker avec des batteries de Tesla, donc 75 kWh, c'est une grosse batterie de Tesla. Ça ferait 1,7 milliard de Tesla, rien que pour la France. Donc ça veut dire à peu près 26 Tesla par Français, y compris les enfants qui ne conduisent pas. Ça veut dire chez vous, si vous avez un foyer, je ne sais pas, de 2 ou 3 personnes, vous auriez 50 ou 75 Tesla sur votre parking. Voilà. Vous les avez en fait, mais en format gaz. Bon, ça ne permet pas de bouger, mais ça permet de stocker l'électricité. Et aussi un dernier point encore en centrale nucléaire, là je compte en centrale nucléaire. La filière biométhane, vous n'avez peut-être pas entendu énormément parler, elle n'est pas forcément tout le temps sous les feux de la rampe, mais en 3 ans, on a développé l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Bon, enfin, je dis on, le réseau de transport, on ne produit pas nous-mêmes, mais voilà. Donc, quelques chiffres, c'est pas pour faire un concours de qui est-ce qui a la plus grosse puissance, mais c'est juste pour rappeler, parce qu'on a le gaz, on ne l'entend pas souvent et il est sous nos pieds, on ne le voit pas souvent les canalisations. Mais en fait, il a quand même une place très importante dans notre mix. Mais il est fossile, aujourd'hui en grande partie. Mais l'objectif que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut se verdir et qu'on veut se verdir à 100% d'ici 2050. Alors déjà, est-ce qu'on a encore besoin du gaz? Oui, pour la consommation. Dans l'industrie française, on en a parlé beaucoup dans cette matinée, dans cette journée. L'estimation qui avait été fournie par le CNI, donc c'était qu'à 2050, alors c'est nous qui avons mis en lumière les solutions gaz, mais environ 50% seraient assurés de la décarbonation de l'industrie par des solutions soit hydrogène, soit CCS, soit biométhane.
Donc c'est quand même une brique extrêmement importante à côté de l'électrification, hein, qui est évidemment très très importante. Encore une fois, nous on pense que l'électrifier c'est très bien et on est en complémentarité. On voit aussi que le gaz restera nécessaire pour la consommation d'électricité. RTE avant a représenté ces chiffres. Alors j'ai dû prendre un autre scénario que celui qui a été présenté parce que là j'ai mis 5 gigawatts en plus. La collègue de RTE a parlé de 3. Je pense que c'est intéressant en fait qu'il n'y ait pas tout à fait. Enfin, ce que montraient les scénarios de RTE, c'est qu'il y avait une variabilité en fait selon le scénario des besoins de centrales de moyens thermiques, pas forcément à gaz, mais bon. Et en fait, c'est amusant parce que pour RTE, ils parlent de quelques gigawatts, comme si bon, c'était de la petite monnaie, mais en fait, une centrale à gaz, c'est 400 mégawatts, donc quand vous dites 3 ou 5 gigawatts, ça fait pas du tout le même nombre de centrales en fait, hein, donc c'est pas complète. Enfin, le gaz, en fait, c'est l'amortisseur, donc ça a tout de suite un impact important pour nous, une petite variation sur ce que va faire ou pas l'électricité. On pense qu'il y a un avenir aussi pour le gaz dans le chauffage des bâtiments, notamment quand c'est compliqué d'installer une pompe à chaleur. Et puis ça peut être dans l'haussmannien, dans le collectif, hein, c'est pas forcément possible tout le temps. Et puis on voit aussi un intérêt du gaz pour le transport, notamment le transport lourd, où en fait mettre une batterie, ça alourdirait considérablement le véhicule et ça changerait un peu l'intérêt de la solution électrique. Autant pour le véhicule particulier, bon, on voit bien que l'électricité apporte beaucoup, on en voit beaucoup moins sur les poids lourds et il y a une raison à ça en fait. Donc pour verdir le gaz dont on aura encore besoin, première solution qui se développe déjà beaucoup aujourd'hui, c'est la méthanisation. J'en ai parlé un tout petit peu avant, là je vous ai dit une centrale nucléaire en 3 ans. Donc là vous voyez la dynamique de production depuis 2016. Mois par mois. Donc ça s'est développé très vite. Il y a 700 sites aujourd'hui à peu près, enfin c'était à fin juillet, mais donc ça, voilà. Ce qui injecte dans le réseau, c'est des petits sites, hein, souvent, des sites agricoles en grande partie. Le principe, hein, j'ai pas décrit, mais c'est de faire fermenter en fait des matières organiques dans des digesteurs. Alors là vous voyez un peu le toit du digesteur, enfin on appelle ça le ciel. Et du coup de produire un gaz qu'on peut purifier pour avoir du méthane derrière. Et l'intérêt, c'est que en analyse de cycle de vie, ce gaz est très réduit en émissions carbone, donc 80-90% selon le calcul, l'analyse. C'est une énergie made in France, puisque c'est à partir de matières produites en France, dans des digesteurs en France. C'est des matières qui ne sont pas en concurrence avec l'alimentation, parce que c'est des déchets ou des résidus de culture, ou alors à terme des cultures intermédiaires à vocation énergétique, mais qui du coup ne remplacent pas la culture principale qui reste destinée à l'alimentation. Il n'y a pas de concurrence non plus avec les usages matières qu'il pourrait y avoir. Par exemple, je ne sais pas si on veut utiliser du bois, on pourrait l'utiliser aussi pour faire des choses, quoi, mais là, ce n'est pas le cas. Côté consommateur, le truc c'est pratique, c'est que c'est complètement transparent. Le consommateur, dans ce que vous ayez une chaudière chez vous, ou que ce soit un industriel avec un four, c'est le même gaz en fait, hein, c'est du méthane en très grande partie. Donc il n'y a pas besoin d'adapter l'outil en fait du côté du consommateur. Les réseaux aussi, c'est les mêmes réseaux puisque c'est du méthane, comme le méthane, enfin c'est le méthane fossile. Et puis il y a différents procédés de production. Il y a des procédés qui peuvent aussi gérer des déchets qui peuvent être un peu compliqués à gérer autrement. Et c'est pour ça que je vous ai mis une liste des différentes technologies. Alors aujourd'hui, il n'existe que la méthanisation, qui produit vraiment, mais il y a d'autres procédés, la gazéification hydrothermale, qui est le traitement à haute température de matières humides et haute pression, la pyrogazéification, qui est le traitement à haute température de matières plus ligneuses, comme du bois ou des déchets de bois, et plus sèches, et puis la possibilité de méthaner de l'hydrogène qui a été produit par électrolyse. Donc là, j'ai mis des chiffres qui sont les ambitions de la filière à 2050. Bon, elles sont en évolution hein, avec l'évolution du débat sur la biomasse, etc. Mais il y a un potentiel qui est important. À court terme, à 2030, il y a une cible de 44 TWh de méthanisation qui a été largement circulée par les pouvoirs publics. Elle n'est pas encore fixée dans une loi, mais on l'a vu passer beaucoup de fois. On pense qu'elle va se confirmer. On pense que c'est bien. Mais en fait, elle ne couvre que la méthanisation et nous, on pense que ça pourrait être intéressant de tester un peu le développement des nouvelles filières innovantes. Voilà. Donc ça, c'est le méthane bas carbone et renouvelable. L'hydrogène.
Deuxième solution de verdissement. Alors, je ne vais pas tellement détailler pourquoi l'hydrogène, ça a été quand même beaucoup mentionné dans la matinée. Voilà, dans tous les scénarios de décarbonation de l'industrie, on parle d'hydrogène. Hein. Ça peut servir aussi au transport lourd. On voit que c'est une question évidemment où on travaille avec RTE, puisque l'hydrogène serait produit à partir d'électricité pour qu'il soit vert. On a eu cette étude qu'on a faite en commun avec le transporteur d'électricité en août 2023 qui montrait que le développement de capacités de stockage d'hydrogène et d'un réseau qui va avec permettait d'économiser beaucoup en termes de flexibilité et de besoin de flexibilité du réseau ELEC et que ça pouvait économiser à 2050 jusqu'à 1,5 milliard d'euros par an. C'est pas négligeable. On pense aussi qu'il y a un intérêt pour un réseau de transport à l'échelle européenne. C'est ce qu'on appelle l'EHB, la European Hydrogen Backbone. Donc vous voyez, c'est un réseau en plus, là, j'ai pas mis toute la carte, mais ça irait même plus loin dans le nord. L'idée, hein, c'est vraiment qu'en fait, il y a des besoins d'hydrogène qui sont très forts dans les zones industrielles, notamment en Allemagne, un potentiel de production d'électricité renouvelable, notamment dans le sud, et que en fait, ça peut être quand même plus simple dans de nombreux cas de transporter l'hydrogène que de transporter l'électricité à travers la France. Sachant que voilà, RTE vient d'expliquer qu'il y avait quand même des gros enjeux de suivi, de rapidité de développement du réseau. Voilà, si on électrifie et qu'en plus il faut permettre à l'hydrogène, ou plutôt à de l'énergie, de passer de l'Allemagne, de l'Espagne jusqu'à l'Allemagne, ça peut être plus facile de le faire par l'hydrogène. Et en fait, si on partage cette vision à l'échelle européenne, du coup, ça amène à une vision à l'échelle française. Peut-être pour insister quand même un peu sur l'intérêt du transit d'hydrogène ou du transport à grande distance. Nous, on pense qu'on part d'une situation aujourd'hui où on importe 99% de nos combustibles fossiles. On partage complètement l'objectif de décarbonation et de net zéro, mais la solution, c'est pas forcément 0% d'import, quoi. Ça peut être intéressant d'importer ou de rester connecté en tout cas avec nos voisins, au moins en Europe, sur des vecteurs énergétiques. D'ailleurs, en électricité, il y a des plans de renforcement des connexions avec nos voisins. On pense qu'en gaz, et notamment en hydrogène, ça peut être intelligent aussi. Et donc ça amène à des projets en France. Il y a le projet Barmar qui avait été annoncé par le président Macron de connecter Barcelone et Marseille. Et après de remonter la vallée du Rhône et d'aller livrer du gaz en Allemagne. Voilà, on a des projets, nous, actuellement, dans ce sens, notamment le projet Mosaïque là, avec l'Allemagne, qui est en développement. Donc c'est actif, quoi. C'est pas un truc complètement dans 50 ans. Hein. Et d'ailleurs, l'intérêt du réseau a été reconnu. Hein. On a une labellisation PCI, donc Project of Common Interest au niveau européen. Un intérêt aussi de plus d'utiliser notre réseau, quoi. C'est qu'on peut réutiliser certaines portions de notre réseau. Il y a un certain nombre de canalisations en fait, qui sont déjà doublées, hein. C'est-à-dire qu'on a 2 canalisations côte à côte. Donc on peut tout à fait envisager, dans une perspective où les consommations de méthane diminuent, d'utiliser plus qu'une seule des 2 canalisations pour le méthane et de repurposer, d'utiliser en fait, en la modifiant peut-être un petit peu, la canalisation à côté pour l'hydrogène. Donc c'est une opportunité en fait pour avoir un coût de transport de l'hydrogène qui soit assez limité. Et donc ça c'était le deuxième volet. Et le troisième levier, c'est le CCUS, donc capture, stockage du carbone. Enfin, je dis plutôt séquestration du carbone parce que l'idée c'est qu'il reste sous terre, hein, bien sûr. On oublie souvent quand on dit CCS de mettre un T, ça serait capture, transport et séquestration du carbone parce que l'émission de carbone va être faite dans les sites industriels et on prévoit plutôt de stocker ça soit sous la mer du Nord, soit en Méditerranée. Il a été mentionné aussi par la DGE ce matin, le stockage en France éventuellement, mais en tout cas ce ne sera pas forcément à l'endroit où ça a été émis. Donc d'où l'intérêt d'avoir des canalisations. Alors effectivement, qui ne seront peut-être pas aussi développés que le réseau de transport de méthane aujourd'hui, mais quand même on a des bassins industriels en Alsace, sur la vallée de la Seine, effectivement. Alors après ils sont déjà près des ports, donc si on exporte le carbone, ça ferait effectivement des connexions relativement courtes, mais là par exemple sur la vallée de la Seine, ou pour évacuer le carbone qui est en Alsace ou en Alsace-Moselle, ça peut être intéressant de faire des canalisations. On est encore en train de réfléchir à un schéma optimal, schéma directeur, mais on voit qu'il y a plein de projets à l'échelle européenne, et notamment effectivement en mer du Nord, aux Pays-Bas, au Danemark,
Donc ça, c'est une solution, je pense, qui existe depuis un certain temps. Les Américains en font beaucoup dans l'exploitation de pétrole. C'est pas quelque chose de théorique, je veux dire. Et il y a un déploiement qui est attendu d'ici 2030 dans des plans nationaux. Voilà, donc c'est une solution qui existe en fait depuis un temps, mais dont la pertinence est renforcée aujourd'hui quand on voit les difficultés qu'on va avoir probablement à atteindre les objectifs de décarbonation, sachant qu'il y a des processus qui sont difficiles à éviter. Et par exemple, la production de ciment qui émet du CO2 indépendamment de si on chauffe avec quelque chose de renouvelable ou pas. Et puis, à plus long terme, le CCS permet aussi de réaliser des émissions négatives, c'est-à-dire qu'on peut faire de la capture séquestration de carbone sur des combustions de matière, enfin de biomasse en fait, ou de biocarburant, biocarburant c'est peut-être plus compliqué parce que ce serait derrière les voitures, mais ou de biogaz dans un centre industriel. Et là, ça permet de faire des émissions négatives puisque finalement, on a capté du CO2 lors de la croissance de la biomasse, de la plante. Et quand on a transformé cette énergie, et on récupère le carbone, donc on fait vraiment des émissions négatives. Et c'est super important parce qu'en fait, la neutralité carbone à 2050, c'est qu'une étape vers un futur où on doit réussir à retirer des émissions de l'atmosphère si on veut conserver un climat vivable. Donc, on est vraiment convaincu de l'intérêt de cette solution sur le long terme. Voilà, donc ça, c'est les 3 axes de la décarbonation du système gazier. Et donc, à terme, on envisage, nous, 3 réseaux en fait interconnectés. Le réseau méthane actuel, mais plutôt un peu réduit en taille, avec à côté un réseau H2 qui a réutilisé des portions du réseau méthane, et un réseau CO2 qui soit a réutilisé des portions du réseau méthane, soit a été développé. Pareil pour le réseau H2, des parties auront été développées aussi. Et donc 3 réseaux qui seront interconnectés, puisqu'on pourra apporter du biométhane à des industriels qui après feront du CCS pour faire des émissions négatives. On pourra transporter de l'hydrogène dans des canalisations qui transportaient du méthane. Et donc, ce qui permet d'économiser des coûts, en tout cas sur la partie infrastructure, de gérer, de faciliter la gestion de la flexibilité du système électrique, de maintenir un marché intégré avec nos voisins européens. Encore une fois, nous, on est convaincus que la solution, ça ne peut pas être l'autarcie, qu'il y a forcément des économies, des gains à rester connectés à nos voisins, y compris dans des réseaux gaziers, et comme en réseau élec. Et aussi l'intérêt d'avoir un réseau résilient d'une grande puissance qui sera toujours nécessaire dans un monde où il y aura de plus en plus de flexibilité, d'avoir une assurance en fait, d'un réseau gazier puissant. On pense que c'est une assurance dans la transition énergétique. Voilà, je vous remercie et je prends vos questions. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez parlé donc de volume, mais n'avez pas parlé de prix de production de biométhane, d'hydrogène, oui. Et comment tout ça va pouvoir s'inscrire dans un environnement concurrentiel, et notamment, je pense à l'industrie en fait. Oui. Alors effectivement, c'est vrai que c'est des solutions qui sont plus chères que le gaz naturel, hein, ça c'est indéniable. Mais en fait, les solutions bas carbone, elles ont tendance à être quand même plus chères que les solutions carbonées. Si c'était pas le cas, on s'en servirait déjà en fait. Hein. Donc la plupart des industriels, ils ont déjà fait les choix en fait sur la base de prise en compte ou non des externalités environnementales. C'est vrai que ça pose une question de ce point de vue-là face à des pays qui n'ont pas de contraintes carbone ou un prix du carbone beaucoup plus bas. La solution, à notre avis, c'est dans le renforcement et le déploiement de la taxe carbone aux frontières, enfin du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et aussi dans le soutien en fait du coût de production en fait d'un point de vue national. Aujourd'hui, le biométhane, il est produit en fait essentiellement de façon soutenue par un tarif en fait, et un tarif de rachat payé par tous les consommateurs et pas spécialement par les industriels qui utiliseraient le biométhane. Le problème qu'on voit pour l'industrie, le biométhane, c'est qu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance aujourd'hui. C'est reconnu qu'imparfaitement en fait le caractère bas carbone du biométhane pour les industriels, mais c'est pas le coût en tant que tel qui aujourd'hui n'est pas supporté par les industriels en fait, quoi. Et alors pour l'hydrogène, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que oui, c'est plus cher.
Après, il y a des perspectives de baisse de coûts. Et je pense qu'il faut apprécier ça dans un contexte général où l'énergie va coûter, je pense, plus cher de manière générale parce qu'elle doit se verdir et l'énergie verte est plus chère. Hein. C'est le cas. Enfin, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, si elle était moins chère, elle serait déjà utilisée. En fait. Une question. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Quelles seraient les perspectives de rémunération des opérateurs de transport s'ils venaient à du coup transporter de l'hydrogène ou du dioxyde de carbone? En fait, on ferait payer le coût de transport, effectivement. Mais du coup, basé sur quelle logique? Quelles seraient les logiques de même que pour le méthane, c'est-à-dire que dans une perspective où on pense que ça serait bien que ce soit un opérateur régulé, avec des tarifs du coup qui seraient régulés et qui seraient fondés sur une durée d'amortissement longue des canalisations, donc un coût relativement modéré et avec une possibilité d'accéder tiers au réseau, donc qui permettrait à tout le monde d'accéder à ces capacités, ce qui permettrait, comme pour le méthane en fait, d'avoir un coût de transport assez modéré en fait, hein, puisque amortissement long, mutualisation. Et comment se ferait la désignation des opérateurs de transport pour ces nouvelles canalisations? Est-ce que ce serait de facto GRTgaz puisqu'il est propriétaire des canalisations, ou est-ce que ce serait d'autres opérateurs de transport qui pourraient venir s'implanter en France ou, Aujourd'hui, ça n'a pas été encore tranché. La CRE a sorti un rapport récemment sur ce sujet. Il y a une différence entre les hubs et les canalisations au niveau national. Il n'y a pas de loi aujourd'hui qui dirait que ça serait GRTgaz, mais à nous, on pense qu'on serait très légitime à faire ça, puisque, comme je vous disais, on a déjà les canalisations qui peuvent être réutilisées, on a cette expertise, cette habitude, cette connaissance de la gestion des accès des tiers au réseau, donc d'un réseau où tout le monde peut se connecter. Les opérateurs qui opèrent des canalisations par ailleurs, ils sont plutôt en général dans le point à point et il n'y a pas d'accès des tiers régulé. Nous, on pense qu'il y aurait une vraie aussi valeur dans la planification, c'est-à-dire que d'avoir un acteur national, il permettrait d'avoir une vision planifiée, qui serait probablement plus optimale à notre avis que si chacun fait un projet dans son coin. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que ça sera GRTgaz, mais je pense que ça serait pertinent. Voilà. Une autre question qui rebondit un peu sur celle précédente, avec un angle peut-être un peu plus économique, c'est sur les coûts échoués, parce que j'imagine qu'une partie du réseau de transport, du moins, pourra être réutilisée pour le biométhane, mais pour l'hydrogène, il me semble que c'est un peu plus complexe que ça, les molécules étant beaucoup plus fines. On ne peut pas juste réutiliser le même réseau, étant donné qu'à terme, on veut baisser les capacités de gaz dans le mix énergétique, et que, a priori, le biométhane, déjà, ce serait peut-être limité en termes de production et peut-être un peu plus concerné sur le réseau de distribution. Comment est-ce que vous appréhendez ces coûts échoués? Oui. Alors, en fait, il y a un rapport de la CRE qui est sorti là-dessus, qui s'appelle L'avenir des infrastructures, sorti l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui parlait exactement de ça. La conclusion du rapport, c'était que en fait, le réseau de transport restait nécessaire dans une très grande part, notamment parce que le biométhane, il serait produit plutôt dans les régions rurales et utilisé plutôt dans les régions, dans les zones industrielles et les villes. Parce que en fait, il y avait aussi la possibilité. Enfin, on peut quand même réutiliser une partie du réseau pour l'hydrogène, même si effectivement il faut l'adapter un petit peu, mais c'est pas reconstruire la canalisation. Et donc dans l'ensemble, il y a encore un besoin non négligeable. L'essentiel du réseau reste nécessaire en fait. Et en termes de coûts, ça fera l'objet d'un rapport ultérieur, mais ça reste quand même assez supportable pour le consommateur, on pense, d'un point de vue global, où l'énergie, de manière générale, va coûter un peu plus cher. Donc, voilà, pas de gros coûts échoués pour le réseau de transport. Là, c'était dans les annexes, en fait, je ne sais pas si elles sont accessibles facilement. Ah oui, il m'avait dit qu'il y avait un lien, mais je ne le vois pas, là. Slide d'après. Ah oui, alors je suis allé trop vite. Ouais. Bon, je suis passé à la question. D'accord. Donc voilà, c'était cette étude d'avenir des infras. Voilà, 2023. Je me suis ouvert le bouton. On a pris il y a des scénarios assez baissiers qui ont été envisagés, comme vous voyez ici. Les choses qui montent, c'est la part du biométhane dans le réseau. Et le résultat, c'est ce que je vous disais, c'est que le réseau de transport reste en grande partie nécessaire pour répondre aux déséquilibres géographiques et temporels entre production et consommation, parce que le biométhane produit en flat
et surtout dans les régions rurales, et il sera nécessaire plutôt, a priori, en hiver, s'il y a du chauffage, et dans des zones industrielles et urbaines. Gérer le besoin de flex infrajournalière et assurer du transit avec nos voisins, puisqu'on ne sera pas coupé du monde, comme on l'a dit. Donc, voilà, la réponse, c'est les infrastructures restent en grande partie nécessaires, même avec les baisses de consommation. Une question rapide. Oui. Dans certains pays européens, il est envisagé de faire du blending de CH4 et H2, donc du mélange de deux molécules. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez jamais pris en considération? Alors, on s'y est beaucoup intéressé à une époque, mais en fait, on s'est rendu compte que ça n'intéressait pas tant que ça nos clients, parce que en fait, ça revient un peu à mélanger deux produits dont un vaut très cher, l'hydrogène, et dont l'autre vaut moins cher, le méthane, et à la fin avoir un produit qui vaut moins cher que le moins cher des deux produits, parce que en fait, les consommateurs d'hydrogène, ils veulent une hydrogène d'une pureté très, très grande, qui est difficile à récupérer une fois que vous avez mis juste 2% d'hydrogène dans votre réseau. Et les consommateurs de méthane, ils n'aiment pas trop avoir 2% d'hydrogène dans leur réseau, surtout les industriels. Les clients particuliers, ils ne se rendraient peut-être même pas compte. Mais l'industriel, il veut avoir un méthane le plus pur possible. Donc finalement, on est un peu revenu de cette idée. Ouais. Pas d'autres questions ? Et je profite des 2 dernières minutes qui nous restent et le fait qu'on n'ait toujours pas de questions à distance pour vous poser une question au sujet des coûts d'opportunité justement sur les différents réseaux. Vous évoquez la possibilité de faire transporter l'ensemble de ces molécules sur potentiellement une même portion, un même réseau. Et j'imagine que la valeur de l'hydrogène est beaucoup plus importante à transporter que celle du CO2. Et je voulais savoir comment vous prenez ça en compte. Oui, alors effectivement, c'est pour ça qu'on se pose des questions de schéma directeur, hydrogène et CO2 qu'on est en train de réaliser en fait. Oui, en première approche, je vais dire, vous avez évidemment raison, l'hydrogène, a priori, sera plus rentable à transporter, enfin en tout cas, plus de valeur à être transporté. Après, ça sera vraiment de l'étude cas par cas, situation par situation, quoi. Je ne peux pas vous donner une réponse globale comme ça, mais oui, enfin, là, vraiment, c'est trop, comment dire, ça dépendra trop de la situation en fait pour que je puisse vous donner une réponse unifiée. A priori, dans l'ordre, effectivement, c'est d'abord hydrogène puis CO2. Mais... Merci. Désolé, c'est pas